Donc, Jean-Baptiste, tu en es le directeur. Qu'est-ce que c'est que ce think tank? Déjà, ce mot un peu qu'on connaît, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il recouvre? Et Agridé, c'est en fait une organisation qui a une certaine histoire et qui a évolué au fil des temps. Est-ce que tu peux nous en Oui, dire un petit peu plus? tout Merci. à fait. Alors, avec effectivement un peu d'histoire, en 1867 naît la première organisation professionnelle agricole, la Société des agriculteurs de France. Donc, c'est une association très vite reconnue d'utilité publique, créée par et pour les agriculteurs. Et au milieu des années 2010, après 150 ans d'histoire, la SAF devient Agridé, le think tank de l'entreprise agricole, indépendant, à partisans, qui essaye de faire entendre la voix donc, de l'entreprise agricole. Donc, notre laboratoire d'idées est donc consacré à la reconnaissance et au développement de l'entreprise au sein de la chaîne de valeur alimentaire et non alimentaire. Nous organisons des événements pour ce faire, des groupes de travail au sein desquels l'ensemble de notre écosystème peut participer, nos adhérents et puis également nos invités experts qui confrontent leurs positions et qui construisent ensemble une réflexion qui permet ensuite voilà, de produire des livrables tels que la note sur la souveraineté alimentaire, le Capoulet. Ces idées, tout le monde peut s'en emparer. Hein. Nous sommes un think tank, un laboratoire d'idées, donc toute notre production est sur notre site internet et dans notre très belle revue, la revue Agridé. C'est important puisque nous sommes labellisés comme think tank et à ce titre, l'ensemble de la production doit être disponible au grand public. Donc, qui peut s'en emparer? Évidemment, tout le monde, les organisations professionnelles agricoles, le public et les politiques, s'ils considèrent que le travail que nous fournissons est de qualité et convient ou répond aux attentes de la chaîne de valeur. Voilà, nous sommes un conseil, la gouvernance, c'est un conseil d'administration de 24 membres. Moitié de cette gouvernance, moitié de ce conseil d'administration est composé d'agriculteurs et d'agricultrices. Et puis l'autre partie, c'est des représentants de l'ensemble de la filière, des filières. On essaye d'équilibrer les représentations à la fois sur les différentes filières et sur les différents territoires de France. Une équipe d'experts dédiée à cette réflexion. Donc voilà, nous sommes une équipe de 9 personnes, dont 5 experts. Yves est l'un d'entre eux, qui s'occupe donc des filières et des marchés. Voilà pour la présentation d'Agridé. Alors, ce que tu as oublié de dire, c'est que dans les mois qui viennent, nous allons échanger de plus en plus, puisque nous avons effectivement noué une adhésion croisée qui va nous permettre de renforcer nos liens avec Agri-Demain. Très bien, et on en est très content. Alors, on va rentrer effectivement dans ce thème de la souveraineté alimentaire. Alors, c'est vrai que depuis 2020, en gros, ce terme a repris. Avant, c'était un peu un mot tabou. Et depuis 2020, quand le président, vous vous rappelez qu'il parlait au moment du Covid, a prononcé cette phrase ô combien célèbre, déléguer, à quelques mots près, hein, déléguer notre alimentation à d'autres est une folie, en mars 2020. C'est depuis ce moment-là que le terme a pris vraiment une importance, que tout le monde a essayé d'incarner un peu cette notion de souveraineté. Mais est-ce que ce n'est pas en gros une posture que cette souveraineté? Est-ce que les choses ont avancé? On va le voir. Moi, j'ai regardé un petit baromètre qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est dans les discours de politique générale de nos premiers ministres. Édouard Philippe a prononcé le terme la souveraineté une fois. Jean Castex l'a prononcé une fois. Et M. Attal, notre Premier ministre actuel, l'a prononcé 13 fois. Est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment parti dans une incarnation du terme et une concrétisation? On va le voir. Sur le Capoulet, je suis un petit peu pessimiste, mais donc je vais donner la parole à l'expert, donc Yves Le Morvan, qui a effectivement fait cette note très, très intéressante, donc souveraineté alimentaire, le Capoulet. Mais avant de rentrer dans le cas du poulet, Yves, toi, quelle est ta conception de la souveraineté alimentaire? Merci. Alors, dans les premiers ministres, tu as oublié Elisabeth Borne, hein, quand même. Non, mais je ne sais pas combien de fois elle l'a dit. Tu ne sais pas combien de fois elle l'a dit. Elle l'a sûrement dit pas mal de fois, quand même. Bon. Alors, la souveraineté, oui, la première fois où c'est devenu un mot majeur sur le plan politique, tu as raison, c'est 2020, on est en pleine crise du Covid. Donc, ça vient de ce moment-là, de tout simplement l'approvisionnement
alimentaire des Français, la fameuse première et deuxième ligne. Alors pourquoi la souveraineté? C'est devenu un thème politique. Le ministère de l'Agriculture désormais a repris également ce nom-là. Donc on y voit quand même des réflexions profondes. Alors pourquoi s'y être intéressé au sein du think tank et avec les collègues qui ont bien voulu partager les réflexions? C'est que tout simplement, la souveraineté, tout le monde en parle, mais elle n'est pas définie. En tout cas, elle n'est pas définie dans les textes. La définition historique ou internationale porte sur la sécurité alimentaire, mais pas sur la souveraineté alimentaire. Et donc, ça devient tout de suite un sujet, puisque tout le monde, comme tu le dis, justement, s'en empare, mais le terme n'est pas défini. C'est assez paradoxal. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'endroit où on parle de souveraineté alimentaire, c'est pas n'importe où. C'est dans le Code rural. Dans le Code rural, partie législative, article 1, donc au sommet, il y a la souveraineté alimentaire, mais il n'y a pas la définition. En boucle, on dit après, bon, ça dépend de l'Europe. Est-ce qu'une définition un peu basique, c'est ne pas dépendre? Est-ce que c'est valable ou pas du tout, ça? C'est incomplet. Je dirais que c'est pas seulement ne pas dépendre, c'est aussi choisir ces dépendances. Parce que c'est choisir ces dépendances ou du moins ces interdépendances. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans un pays comme la France qui est relativement, je dirais évidemment pas béni des dieux, mais qui est bénéficiaire d'un climat plutôt sympathique. Donc dans des pays qui sont dans des zones plus difficiles, le sujet c'est comment proposer une souveraineté alimentaire en termes choisis. Ne pas dépendre en tout cas de plusieurs fournisseurs et être capable de proposer à minima une partie d'alimentation nationale faite sur le territoire. Donc ces dépendances, interdépendances. Dans les définitions que vous proposez, il y en a une qui a été citée dans une très belle étude de François Grimer, je la lis, et François Grimer dit c'est la capacité d'autodétermination d'un État, ou ça peut être de l'Europe, sur les systèmes alimentaires, et ça c'est très important, on ne parle pas que de l'agriculture, on parle des systèmes alimentaires, on va jusqu'aux consommateurs, qui se déploient sur les territoires. Et le terme territoire nous a bien plu aussi, parce qu'une des premières questions qui se posent quand on réfléchit à la souveraineté, c'est la souveraineté, elle est territoriale, nationale, française ou européenne. On a un peu trop tendance à dire, ouais, c'est européen. Pour nous, c'est une définition un peu trop courte. Yves, merci. Alors, on va continuer, on va descendre un petit peu dans la problématique. Et l'intérêt de cette note, c'est que justement, on sort un peu du terme valise, puisqu'on rentre dans un cas concret, le cas du poulet. Alors, si mes calculs sont bons, je crois qu'on consomme 1,5 milliard, 1,5 milliard poulets par an. Donc, pourquoi avoir choisi le cas du poulet? Ça, c'est intéressant, Yves, tu vas nous le dire. Est-ce que c'est parce que c'est une excellente filière? Est-ce que c'est parce que le cas est désespéré et il cristallise tous les problèmes qu'on rencontre derrière ce terme? Mais en tout cas, tu annonces la couleur dans le début de ton introduction, dans la fin de ton introduction, puisque tu écris « Le poulet serait-il un aimant pour attirer les ennuis ?» Oui, actuellement. Plus généralement, par son cas, il permet de sonder les profondeurs de ce qui s'appelle la souveraineté alimentaire. Alors, Yves, tu ne mâches pas tes mots dans cette introduction, mais dis-nous-en un petit peu plus. Quelles sont un peu l'architecture de cette note sur le cas du poulet? Alors, effectivement, on s'est posé la question, pourquoi le poulet? Au début, on pensait réfléchir sur la volaille, et puis finalement, la volaille, on l'a recentrée sur le poulet de chair. C'est un peu comme si on avait voulu travailler sur les fruits et légumes. La famille est très nombreuse, donc du coup, arriver à une démonstration qui soit clairement entendue devient difficile. Donc, on a centré sur le poulet de chair. Il y a beaucoup d'éléments qui nécessitent ça. Évidemment, il y a un chiffre. Les chiffres ne sont pas magiques. Mais quand on apprend qu'un poulet sur deux consommé en France aujourd'hui est issu des importations, de différentes origines, mais des importations pays tiers Union européenne, ça pose tout de suite question. Et je dis bien des importations, parce qu'évidemment, il y a le Brésil, il y a l'Ukraine, mais il y a aussi d'autres pays au sein de l'Union européenne qui ont des pratiques un peu différenciantes. Pourquoi le poulet aussi? Parce que c'est un très bon lien sur quelque chose qui est toujours critique, c'est-à-dire la relation entre animal et végétal. Là, on a très clairement une relation très forte entre les différentes filières, et pour ça, c'est riche. Et puis, le poulet subit évidemment beaucoup d'avanies, pour utiliser des mots littéraires, et donc il y a la grippe aviaire, il y a les problématiques normatives qu'on connaît évidemment en ce moment, il y a les relations sociétales, il y a des questions d'environnement, il y a une très forte évolution des souhaits des consommateurs en fonction de l'évolution de la sociologie des consommateurs. Donc, quand on regarde tout ça, finalement, on a une roue qui tourne, qui est très globale. Le poulet est au centre, et on a considéré que c'est le meilleur exemple pour s'interroger sur la souveraineté sur le plan conceptuel, mais après, pour faire une analyse plus économique
et de regarder comment est-ce qu'on pourrait redécoller et ne pas rester dans une situation où, sur un socle qui est quand même riche en France, le secteur de la volaille et du poulet, comment on pourrait relancer ce qu'on appelle à Agridé le fait productif. C'est-à-dire que la production, on n'en parle plus. Ce qui est très, très, très curieux, et j'espère que les débats actuels très pluriels vont pouvoir remettre au centre ce que j'appelle dans une roue le moyeu de la roue, la production, et autour tous les nombreux enjeux. Donc voilà pourquoi le poulet. Alors, qu'est-ce que, en 2-3 mots, quand même, tu peux nous dire un petit peu, est-ce que le cas est désespéré? Est-ce qu'on a des pistes, quand même, un petit peu d'orientation d'avenir qui sont prometteuses? Bon, relancer la production, tu viens de le dire, mais est-ce qu'il y a quelques idées forces un peu que tu souhaites aussi souligner? Oui, là, ça n'est jamais désespéré. On a d'abord à Agridé, on a une vision relativement optimiste et en tout cas constructive de l'avenir. Mais c'est vrai que la situation est difficile. On est sur une pente où on est un poulet sur deux. Comment rebondir? Donc le premier sujet qu'on a travaillé, c'est effectivement comment relancer une production sur tous les segments qui nous concernent. C'est très important. On a des richesses chez nous, notamment les poulets de qualité, bio, label, etc. Il y a aussi les poulets de qualité jusqu'aux poulets standards. On ne le dit pas assez. Donc il faut qu'on relance la production, qu'on ait les capacités financières mais aussi des normes qui ne soient pas bloquantes pour qu'on puisse, pour un producteur, par exemple, agrandir ses ateliers ou ses poulaillers. Donc, dans les points qui ont été mis en avant, c'est la capacité de relancer pour partie la production, non pas pour combler le gap de l'importation. Si on importe très bien, on n'est ni contre les importations, ni contre les exportations. Au contraire, tout ça est très normal. J'ai parlé tout à l'heure d'interdépendance. Mais tout est centré sur la relance du fait productif en termes de financement, en termes d'allègement normatif, en termes d'explication avec les consommateurs, et puis aussi en dénonciation d'agressions extérieures. C'est le cas quand même des nombreux accords internationaux qui sont cités, et puis de régler quand même le cas ukrainien qui est très pénalisant. Donc il s'agit de dénoncer, mais pour combler ces éléments-là. Donc voilà les différentes pistes travaillées.